Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans le 9e workshop de la communauté Les entreprises s'engagent. Aujourd'hui, nous allons passer 1 heure ensemble pour vous présenter comment votre entreprise peut s'engager en faveur de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice, des personnes sorties de détention et la façon dont votre entreprise peut aussi s'engager en développant le travail pénitentiaire. Pour cela, nous vous présenterons comme d'habitude les différents dispositifs et les différents outils qui vous permettent de vous engager et de passer à l'action. Et vous aurez également l'occasion de poser toutes vos questions directement dans le chat. Nous tenterons d'y répondre et vous pouvez également nous relayer des questions spécifiques à destination des intervenants si vous le souhaitez pour que nous les relayerons. Nous allons tout de suite commencer par accueillir Albin Heumann, qui est directeur de l'Agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice, pour introduire ce workshop. Albin, c'est à vous. Sigrid, merci. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être présents aussi nombreux pour échanger autour du travail pénitentiaire et de ses enjeux. Alors, quelques mots très rapides pour ceux qui ne nous connaîtraient pas ou qui nous connaîtraient moins. Quelques mots donc de présentation de l'ATIGIP, qui est un service placé auprès du garde des Sceaux et dont la vocation est de lutter contre la récidive par une meilleure insertion professionnelle des 72 000 personnes qui aujourd'hui sont incarcérées, mais aussi des plus de 180 000 personnes qui font l'objet d'un suivi judiciaire en milieu libre. Alors, à ce titre, on a 3 missions principales qui nous sont dévolues. La première, c'est de développer le travail d'intérêt général qui intéresse un public jeune, plutôt de primo-délinquants, et pour lequel, très souvent, l'exécution même du travail d'intérêt général constitue la première expérience à caractère professionnel. L'idée, c'est donc de profiter de ce moment-là pour les inscrire durablement dans un parcours d'insertion professionnelle. Notre deuxième mission consiste à dynamiser la formation professionnelle au profit d'un public qui est toujours jeune et qui, plus est peu qualifié, puisque moins de 10% des personnes qui sont incarcérées moins de 10% de ces personnes ont un baccalauréat ou un diplôme de niveau supérieur. Dans la population générale, pour les mêmes tranches d'âge, c'est-à-dire autour de la trentaine, c'est 90% de personnes au bac. Notre dernière mission, et qui est celle autour de laquelle nous allons échanger aujourd'hui, c'est de renforcer le travail pénitentiaire et de développer des dispositifs d'accompagnement vers l'emploi. Alors, les enjeux sont extrêmement simples, puisqu'aujourd'hui, près de 60% des personnes qui sont un temps incarcérées font l'objet d'une nouvelle condamnation, ce qui ne veut pas dire d'un retour en prison, mais font l'objet d'une nouvelle condamnation dans les 5 ans suivant leur libération. Or, on sait de manière certaine que les personnes qui ont un emploi, celles qui sont insérées professionnellement, récidivent beaucoup moins. Il nous faut donc absolument développer le travail pénitentiaire qui intéresse aujourd'hui à peu près 30% de la population carcérale et qui a connu, depuis le début des années 2000 jusqu'à 2018, un fort déclin. Alors, le travail pénitentiaire, c'est quoi? Eh bien, ce sont 2 réalités différentes. D'une part, ce que l'on appelle le service général, c'est-à-dire le travail au profit du fonctionnement même des établissements pénitentiaires. Ce sont ce qu'on appelle les auxiliaires qui participent, par exemple, à la préparation des repas, à la distribution de ces repas, au menu entretien bâtimentaire ou encore à l'entretien, lorsqu'il y en a un, des espaces verts du domaine pénitentiaire. C'est à peu près 60% des environ 20 000 personnes qui, en moyenne mensuelle, travaillent en détention. Le reste des personnes qui travaillent en détention le font dans le cadre de ce qu'on appelle la production, c'est-à-dire au sein des ateliers qui sont gérés en régie par l'ATIGIP, c'est 54 ateliers aujourd'hui, au sein des ateliers qui sont gérés par les prestataires de gestion délégués ou par des entreprises privées qui ont implanté tout ou partie de leur production en détention. Et c'est bien cela qu'il nous faut développer aujourd'hui pour que les personnes qui sont détenues soient mieux préparées à leur réinsertion une fois libérées. Alors pour cela, évidemment, nous avons engagé un certain nombre d'actions, au premier rang desquelles le fait de donner un cadre juridique au travail pénitentiaire, qui n'en avait pas vraiment, cadre qui garantisse à la fois la visibilité et de la sécurité, tant pour les personnes détenues que pour les entreprises. Nous en avons profité, et vous le verrez au cours des échanges qu'on aura ce matin, pour ajouter un certain nombre de dispositions qui renforcent pour les entreprises l'intérêt du travail pénitentiaire. Notre deuxième axe de travail, c'est de nous adapter à tous les publics, même les plus éloignés de l'emploi. Et pour cela, on a initié un essaimage ce qu'on appelle les structures d'insertion par l'activité économique et on débute l'implantation d'entreprises adaptées car il y a aussi en détention une prévalence assez forte du handicap, et notamment du handicap cognitif.
Dernier élément, pour être très rapide, grâce à nos réseaux sur le terrain qui assurent un rôle de conseil, d'information et de soutien de l'ensemble des acteurs, eh bien, nous prospectons les entreprises pour faire appel au travail pénitentiaire, soit par sous-traitance, soit en s'implantant en détention. Parce que l'enjeu, vous l'avez compris, avec vous, grâce à vous, c'est d'engager un processus gagnant-gagnant qui recouvre deux choses. La première, c'est de répondre à un véritable enjeu de société, accroître la sécurité de nos concitoyens en réduisant la récidive grâce à une meilleure insertion professionnelle du public confié par les autorités judiciaires. Et puis, eh bien, c'est d'offrir aux entreprises un service de qualité, mais aussi la possibilité d'accéder à un vivier de ressources humaines formées le temps de la détention, bien sûr, et que vous aurez pu, le cas échéant, tester. Alors, c'est tout cela dont on va parler, bien sûr, aujourd'hui. On va essayer de répondre à vos questions si vous en avez encore, ou si vous avez encore quelques doutes quant à l'intérêt du travail pénitentiaire. Et je vais laisser mes camarades entrer dans le vif du sujet. Merci beaucoup, Albin, pour cette introduction et cette mise en contexte. Donc, on va poursuivre tout de suite avec le premier volet de notre workshop qui est dédié à l'insertion professionnelle et la lutte contre la récidive. Et pour ça, nous allons accueillir Benjamin Guichard, qui est chef du service des politiques et de l'accompagnement vers l'emploi au sein de la TIGIP, pour nous présenter aujourd'hui le contexte, peut-être où en sommes-nous entre d'un côté l'insertion professionnelle et de l'autre la lutte contre la récidive. Merci Sigrid. Et effectivement, on va déjà faire une petite introduction sur de quoi on parle. Et on va commencer par faire un petit état des lieux de qui sont ce qu'on appelle ces personnes placées sous main de justice. Et pour ce faire, on va démarrer effectivement cette présentation avec du coup la question de c'est quoi une personne sous main de justice. Et comme a déjà pu l'évoquer brièvement Albin Heumann, une personne sous main de justice, ça recouvre deux aspects principaux. Une personne détenue, c'est-à-dire une personne qui est incarcérée en prison, et aussi ça peut être une personne qui est suivie par la justice, mais à l'extérieur, dans le cadre soit d'un suivi judiciaire, soit d'une peine, que pour certaines vous connaissez déjà, comme le travail d'état général dont on a parlé, mais aussi le bracelet électronique, qui sont les principales, en tout cas celles qui sont les plus connues aujourd'hui. Donc, c'est toutes ces personnes-là dont on parle. Et concernant le travail pénitentiaire en tant que tel, le travail pénitentiaire, c'est le travail en détention qui accueille un certain nombre de personnes. Ici, j'ai remis des chiffres qui ont déjà été évoqués sur le nombre de personnes qui sont incarcérées, 72 000, mais pour 60 000 places, ce qui montre qu'aujourd'hui, il y a une surpopulation carcérale des personnes qui sont pour beaucoup en inactivité, puisque seuls 30% des personnes travaillent en détention et 8% environ des personnes sont dans un dispositif de formation professionnelle, ce qui signifie qu'aujourd'hui, on a environ 38% de personnes détenues qui sont dans des activités professionnelles. C'est un chiffre, comme le disait Albin Heumann, qui est en diminution par rapport à ce qu'on a connu il y a 20 ans. L'objectif pour nous est d'atteindre à terme, c'est-à-dire d'ici 2027, 50% de personnes qui sont dans une activité professionnelle en détention. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de diversifier les formes de travail pénitentiaire qui sont présentes en détention pour augmenter ce nombre de personnes. Le constat que nous faisons par ailleurs, c'est comme on l'a dit, c'est un public qui est très éloigné de l'emploi et de la qualification, avec seulement 50% de personnes qui rentrent en détention avec un diplôme. Et entre 80 et 90% qui ont un niveau infra-bac. Beaucoup travaillent pour la première fois en détention, c'est un public globalement jeune, et qui aborde la question du travail par le biais de la prison, ce qui signifie qu'on a un enjeu de faire en sorte que le travail en détention puisse être le plus proche possible de ce qu'ils connaîtront à l'extérieur pour faciliter cette insertion vers le dehors. Aujourd'hui, on a un chiffre qui aujourd'hui est assez parlant, qui est de 59% de personnes recondamnées 5 ans suivant la sortie de détention, ce qui est un chiffre très important. Et on a aussi un certain nombre d'études qui ne sont pas francophones pour le coup, mais on s'est aussi basé sur des exemples européens
pour alimenter le travail qui est le nôtre et qui montre qu'il y a un lien très fort entre la proposition qu'on peut faire aux personnes détenues de dispositifs d'insertion professionnelle et la lutte contre la récidive, puisque là, l'exemple que je cite est italien, montre qu'on a une chute assez considérable du taux de recondamnation sur des personnes qui ont suivi des dispositifs d'insertion professionnelle et en tout cas de mise à l'emploi durable. Et ce qui permet de montrer qu'il y a un lien assez direct entre l'emploi durable et la lutte contre la récidive. Et enfin, du coup, les objectifs et les perspectives qui sont les nôtres, c'est de, comme je l'ai dit, offrir des conditions de détention proches de celles de l'extérieur, à la fois en offrant une nouvelle place à l'entreprise en détention, et c'est-à-dire vous permettre de recruter des gens directement au sein de la détention dans des ateliers de production et de faire en sorte que la personne détenue ait des droits et des devoirs concernant sa relation de travail qui soient les plus proches possibles de ce qu'elles connaîtront à l'extérieur. On y reviendra, c'est un droit spécifique, le droit du travail en détention, mais qui a des fortes similitudes avec le droit du travail. Avec également un investissement important pour nous dans la formation professionnelle au regard du niveau de qualification des personnes détenues, avec du coup une implication assez forte des conseils régionaux qui ont cette compétence dans la formation professionnelle des personnes détenues, mais aussi en diversifiant les modalités à la formation avec l'éducation nationale, avec des dispositifs d'apprentissage en milieu pénitentiaire qui sont envisageables. Et puis, une réelle adaptation aussi de l'offre de formation professionnelle pour qu'elle réponde à vos besoins, qu'elle réponde aux besoins économiques du territoire et qu'on puisse faire en sorte que les personnes détenues soient formées sur des métiers qui soient en tension et qui leur permettent d'avoir une insertion professionnelle la plus facilitée possible une fois sorties. Et puis, mieux accompagner aussi la sortie de détention, c'est aussi l'enjeu de nos échanges d'aujourd'hui, c'est de faire en sorte que des personnes puissent être employées à la sortie de détention. Et pour ce faire, le ministère de la Justice met aussi en place des dispositifs pour pouvoir vous accompagner sur cette sortie de détention. Voilà pour le cadre général. On va maintenant plutôt rentrer dans le concret et le détail de ce qu'on peut aussi vous proposer sur ce champ-là. Merci beaucoup, Benjamin, pour ces éléments de détail qui sont très précieux pour les personnes qui nous suivent aujourd'hui et qui interagissent avec nous via le chat. Pour compléter votre propos, je vous propose d'accueillir Clotilde Gibert, qui est directrice de Wake Up Café, qui est une association qui travaille de longue date avec ce public, qui, je pense, pourra nous apporter des éclairages aussi très précieux. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je viens effectivement donner un modèle d'accompagnement des personnes détenues et sortant de prison, celui que propose Wake Up Café, donc, qui est une association dont je suis à l'origine, qui existe depuis 8 ans, suite à une mission d'aumônier de prison où j'ai bien compris comment les personnes détenues en fait étaient effectivement dans un manque d'activité qui les préparait peu à la sortie. Et aujourd'hui, grâce au travail de la TIGIP et de tout ce que fait le ministère de la Justice, il y a une vraie prise en compte du fait que plus on va préparer les personnes en détention à travailler en les mettant déjà sur un modèle d'activité, meilleure sera leur réinsertion. Wake Up Café, donc, c'est une association qui est née parce que, en cherchant à convaincre certains chefs d'entreprise de l'enjeu d'embaucher des sortants de prison, de donner une nouvelle chance à des personnes qui avaient connu et qui avaient payé leurs dettes à la société. Aujourd'hui, Wake Up Café est accompagné par un peu plus de 200 entreprises partenaires qui sont fortement engagées. Et le retour des chefs d'entreprise il y a quelques années était de me dire c'est super, on est prêt à leur donner une nouvelle chance, mais il y a plein de choses qu'ils n'ont pas compris du monde du travail. Et donc, aujourd'hui, Wake Up Café, c'est une association qui est présente dans 8 villes de France, donc à 3 en Île-de-France, et puis à Lyon, Valence, Montpellier, Marseille,
Nantes, et puis on va ouvrir bientôt Lille. Et sur ces sites, en fait, on accueille les sortants de prison à temps plein dès qu'ils sortent de prison, en lien avec les services pénitentiaires. Et on a mis en place des parcours de réinsertion qui sont le matin dédiés à intégrer le monde du travail. Et la plupart de ces ateliers du matin sont délivrés par des collaborateurs des entreprises partenaires qui viennent présenter leur secteur métier, les aider à comprendre ce que c'est qu'intégrer le monde du travail, quels sont les modes, les codes de savoir-être pour intégrer le monde du travail. Et puis, on a un déjeuner tous les jours sur les sites Wake Up Café pour aussi apprendre à vivre ensemble, parce que quand on est enfermé, souvent 22 heures sur 24 dans 9 mètres carrés et à plusieurs, on a parlé de la surpopulation carcérale. De fait, on perd un peu ce que c'est que la notion de vivre ensemble. Et puis, tous les après-midi, sur les sites Wake Up Café, on a monté un parcours de reconstruction de soi pour à la fois se recréer son image personnelle et puis solidifier son désir d'une réinsertion sans récidive. Donc, ça passe par des cafés philo, des ateliers pour apprendre à mieux s'exprimer, tout ce qui est aussi gestion des émotions, gestion des conflits, tout ce qui va permettre à la personne de s'engager dans la société en tant que citoyen, en prenant sa part entière et en choisissant d'agir de manière positive dans la société. Donc, c'est un accompagnement qui est sur mesure, c'est un accompagnement qui est à la fois en groupe, sans limite dans le temps, parce qu'on crée avec chaque personne des relations sincères, chaleureuses, qui va les encourager, parce que le parcours d'une personne qui sort de prison, il n'est pas linéaire. En fait, on sait que tout ce qui vous a été dit avant permet de comprendre que la personne qui sort de prison ne va pas forcément immédiatement entrer dans le monde du travail et trouver direct le CDI qui va lui permettre de créer sa vie professionnelle. Ça s'accompagne et c'est ce que Wake Up Café propose à la fois aux entreprises qui s'engagent à embaucher des personnes détenues et à la fois en accompagnant ces personnes dans leur prise de poste. Et ça se fait en étant très présent sur les premiers temps dans l'entreprise. Et puis, Wake Up Café aussi, du coup, travaille différents programmes avec l'État qui permettent de préparer la sortie en étant déjà inscrits dans des parcours en prison où les entreprises peuvent aussi venir présenter leur secteur métier, présenter le monde du travail. Et ça permet de faire le lien entre ce dedans, dehors. Ça permet à la personne détenue qui est sur ses parcours ou qui est en activité ou en formation professionnelle de se projeter vers un avenir meilleur et d'imaginer être capable d'être dans ce monde du travail. Souvent, les wakers, ceux qu'on accompagne, disent il y a votre monde et notre monde. Voilà, l'accompagnement tel que Wake Up Café et tel que d'autres structures qui font cet accompagnement de sortants de prison permet de faire ce lien, permet de faire cette intégration dans la société en les accompagnant de manière très rapprochée pour permettre à ces personnes détenues de dire voilà, je veux y arriver et je sais que je suis pas tout seul dehors pour y arriver. Voilà, dans les projets que Wake Up Café a développés et dans les propositions qui sont faites aux entreprises partenaires, il y a évidemment du mécénat de compétences où on peut accompagner les wakers ou accompagner Wake Up Café. Il y a des visites entreprises, des visites de chantier qui sont aussi très intéressantes pour comprendre la réalité du travail. Parce que, encore une fois, Benjamin l'a dit, souvent ces personnes sont très, très éloignées de la compréhension et de la connaissance du monde du travail. Et puis, on a aussi créé à bord du Thalassa un lieu qui s'appelle le Quai Liberté, dans lequel les entreprises peuvent venir privatiser des espaces et faire des événements RSE. Donc ça, c'est aussi un moyen pour les entreprises de s'engager dans la réinsertion des sortants de prison, puisque sur ce lieu, on a créé un restaurant qui est tenu par des sortants de prison, donc en plein cœur de Paris, dans le 15e. D'ailleurs, dans ce restaurant, les tables ont été fabriquées en prison grâce au travail qu'on fait au partenariat qu'on a avec la TIGIP. Le drapeau français a été produit en prison. L'huile d'olive vient de la prison
Casabiande en Corse. Voilà, donc tout ça pour dire que plus on va travailler ensemble, et les entreprises, et la TGIP et le ministère de la Justice, à créer ce lien, meilleur sera notre efficacité pour faire diminuer les délits dans notre pays. Et voilà, on y croit vraiment, en tout cas à Wake Up Café, où depuis le début, on a accompagné 1300 personnes de manière un peu plus, de manière individuelle, avec un taux officiel de retour en prison de 12,6%, qui permet de voir qu'en accompagnant bien les personnes et en les accompagnant aussi dans leur intégration dans le monde du travail, il y a des vrais résultats. Merci beaucoup, Clotilde, pour votre témoignage qui semble beaucoup intéresser nos participants parce que je vois que vous avez posé beaucoup de questions auxquelles on tente de répondre avec les équipes de Clotilde. Pour continuer et peut-être entrer dans le vif du sujet et peut-être répondre à la question que vous vous posez sur quel est le rôle pour votre entreprise, comment peut-elle s'engager sur le volet de l'insertion professionnelle. On retrouve donc Benjamin qui va nous présenter les différentes modalités qui sont proposées aux entreprises pour vous engager en faveur de l'insertion professionnelle de ces publics. Oui, en effet, merci Sigrid. En fait, on voulait peut-être anticiper des questions que vous pouvez déjà avoir sur recruter des personnes sous main de justice. Déjà, pourquoi le faire? Alors, on l'a déjà dit, parce que effectivement, l'emploi est un facteur de lutte contre la récidive et du coup, in fine, participer à une société plus sûre à travers cette lutte contre la récidive. C'est vraiment l'objectif que nous avons tous et qui est l'objectif principal. Après, il y a deux choses différentes. Il y a pourquoi le faire en détention, c'est-à-dire intervenir déjà dès la prison. Et là, du coup, il y a une participation de votre part avec l'accompagnement que peut avoir le ministère de la Justice, mais aussi le ministère du Travail qui nous accompagne sur l'ensemble de ces dispositifs que l'on met en place de monter en compétence des personnes au sein des détentions. Je parlais tout à l'heure notamment de l'apprentissage en milieu pénitentiaire, qui est en fait la traduction quasi exacte de dispositifs d'apprentissage en milieu libre, et pour lesquels il y a une participation très forte de l'État dans toutes ses composantes au sein même de la détention. Il y a même la participation, comme en milieu libre, des OPCO sur ce genre de dispositif qui permet aussi de financer cette montée en compétence des personnes en milieu pénitentiaire. Et puis, il y a le fait de bénéficier d'une production locale, puisque vous êtes avec une production française en étant en détention et un accompagnement de l'État aussi sur l'ensemble des champs qui sont ceux de la production, dans la mesure où on y reviendra également sur avec à la fois nos partenaires mais aussi Lucie sur comment implanter concrètement son activité en détention. L'accompagnement de l'État, il se fait déjà dans un premier temps par la mise à disposition d'espaces gratuitement par l'État dans les établissements pénitentiaires. Et puis le deuxième point, c'est sur la sortie de détention, c'est-à-dire bénéficier d'une main-d'œuvre qui a acquis une expérience professionnelle en détention. Je vous le disais juste avant, sur des domaines d'activité qu'on essaye de faire en sorte qu'ils soient plus proches de la réalité économique des territoires, des bassins économiques dans lesquels sont présents les établissements pénitentiaires. C'est les personnes détenues, généralement, dans la grande majorité des cas, elles sont incarcérées dans leur bassin de vie. Et donc, elles vont ressortir sur ce bassin de vie. Et donc, l'idée pour nous, c'est de faire correspondre l'activité aussi qui est en détention à celle qui est la vôtre dans ces territoires en milieu libre et donc pouvoir bénéficier d'une main-d'œuvre ayant acquis une expérience professionnelle et, dans la mesure du possible, aussi une formation qualifiante dans ces établissements pénitentiaires. D'autant plus que ces personnes-là sont généralement immédiatement disponibles à la sortie de détention et l'enjeu pour nous, c'est de pouvoir les accompagner. Et là, pour le coup, on en reparlera aussi avec nos collègues de Pôle emploi qui sont présents, les accompagner vers la sortie sur l'emploi durable. Et du coup, la question se pose aussi, recruter comment? Donc, en implantant une activité en détention. Et donc là, il y a aussi une question d'investissement et certaines entreprises sont présentes chez nous
pour investir sur des personnes détenues qu'ils vont former sur des activités et produire sur des activités en détention pour pouvoir les embaucher à la sortie. Donc, elles les accompagnent tout au long de leur parcours, à la fois de détention, mais aussi de sortie de détention. Donc, l'implantation d'une activité en détention dans des locaux adaptés et en faisant aussi, et c'est possible, appel à une entreprise sous-traitante. Alors, une entreprise au sens large, puisque la sous-traitance se fait soit par le biais d'une entreprise et pareil, nos partenaires qui sont présents pourront en parler juste après moi, soit par le biais de la TIGIP qui aussi propose des activités de sous-traitance sur un certain nombre d'activités par le biais du service de l'emploi pénitentiaire. Et puis, pour les sortants de détention, il y a possibilité, si vous avez des projets d'embauche, d'immersion en entreprise, de vous inscrire sur la plateforme des entreprises s'engagent qui a une page dédiée sur les personnes placées sous main de justice et pour lesquelles, après, une fois que vous êtes inscrite, vous pouvez bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Benjamin. Donc, vous l'avez évoqué, il y a plusieurs dispositifs du coup que vous utilisez peut-être déjà et qui peuvent vous permettre de recruter ou d'accompagner ces publics. Et donc, nous allons accueillir maintenant Soumaya Jouahir, qui est chargée de mission au sein de la direction des services aux entreprises de Pôle emploi et qui va vous présenter l'ensemble des dispositifs qui peuvent vous permettre d'accompagner ou de recruter ces publics. N'hésitez pas, si vous avez des questions, toujours à les poser sur le chat et nous tenterons d'y répondre. Soumaya, c'est à vous. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc oui, je suis chargée de la coopération au sein de la direction générale de Pôle emploi. Et donc aujourd'hui, nous allons passer, on va vous présenter quelques dispositifs que Pôle emploi peut vous proposer pour des solutions personnalisées et avec une focale sur l'immersion professionnelle qui est un levier efficace. On s'en est rendu compte, 72% des demandeurs d'emploi qui ont fait une immersion ont retrouvé un emploi dans l'année qui a suivi l'immersion et un tiers directement après l'immersion. Donc, vous aurez aussi sur le support l'AFPR et la POI, d'autres leviers, la formation et l'adaptation au poste. Mais nous allons démarrer par l'immersion facilitée et l'immersion. Donc, l'immersion, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une période de… Pardon, je n'arrive pas à passer sur l'autre. Voilà. C'est une période de mise en situation professionnelle pour le demandeur d'emploi. Donc, elle sert soit à initier une démarche de recrutement, c'est-à-dire que vous, entreprise, vous avez un besoin à l'instant T et donc vous pouvez au préalable initier une démarche de recrutement, soit pour le demandeur d'emploi, découvrir un métier ou un secteur d'activité pour essayer de lever les freins ou les mauvaises images qu'on peut faire d'un métier, et ensuite confirmer un projet professionnel de reconversion professionnelle. Donc, ça concerne qui? Ça concerne tous les publics, les demandeurs d'emploi, les jeunes, les personnes en situation de handicap, les bénéficiaires du RSA, les salariés. Ils conservent leur statut pendant cette période d'immersion. Tous les secteurs d'activité et métiers peuvent bénéficier de cette immersion. Toutes les structures, associations, établissements publics, entreprises privées. Il y a pendant cette période d'un mois maximum, qui peut être renouvelée une fois, la convention, elle sécurise le dispositif de l'immersion. À l'issue de l'immersion, bien sûr, un bilan est réalisé avec votre conseiller Pôle emploi ou avec votre conseiller mission locale ou Cap emploi, puisqu'on n'est pas les seuls prescripteurs de l'immersion. Et à ce moment-là, vous voyez si la personne, elle peut bénéficier soit d'une formation derrière l'immersion, soit de l'embaucher directement. Donc, l'immersion professionnelle, elle vous permet de faire connaître vos métiers et votre environnement de travail, les conditions d'activité, la perception que peut avoir un demandeur d'emploi par rapport à un métier, d'évaluer un candidat que vous avez au préalable reçu, mais qui ne vous semble pas vraiment à la cible des compétences demandées du poste. Ça vous permet aussi de pré-sourcer des profils qui auraient pu vous échapper lors d'un recrutement classique, renforcer une démarche inclusive au sein de vos équipes et donner un premier aperçu des codes du monde du travail, là en l'occurrence aux plus jeunes, puisque Benjamin Guichard précisait bien que beaucoup d'entre eux, ce sont leur premier emploi. Donc,
Concrètement, durant cette journée d'immersion, vous établissez le programme selon l'objectif et la durée. Bon, vous faites visiter votre entreprise, vous échangez avec les salariés, vous faites des démonstrations de vos activités. Et puis après, vient la mise en situation accompagnée par le tuteur. Il est aussi possible, bien sûr, de confier des tâches à la personne accueillie, mais toujours sous le regard d'un tuteur. Voilà, un tuteur doit être nommé dans l'entreprise pour pouvoir accompagner ce demandeur d'emploi à cette immersion. Donc, on a aussi mis en place, une start-up a mis en place une application qui s'appelle l'immersion facilitée. Ça vous permet d'avoir directement des personnes qui sont inscrites, qui acceptent d'être accueillies dans les entreprises. Et là, nous avons sur cette plateforme Immersion Facilitée plus de 35 000 entreprises accueillantes proposant au minimum 2 métiers. Cette application vous permet une recherche facile et elle est complètement dématérialisée et vous avez une réponse dans les 48 heures. Vous avez des candidats prêts à l'immersion sur cette plateforme. Donc, je vous ai mis les liens pour aller directement sur cette plateforme Immersion Facilitée. L'avantage, c'est que vous n'avez pas de création de compte à faire. Tous les échanges et la validation se font directement via le mail et un lien unique d'accès pour vous. Et la validation se fait dans les moins de 48 heures. Donc, on vous a mis la démonstration, vous avez directement le lien, vous pouvez cliquer et aller directement. Vous pouvez référencer votre entreprise, indiquer les métiers sur lesquels vous recrutez, vous recevez des propositions de candidats à l'immersion. Dans vos équipes, vous identifiez le tuteur, vous signez la convention directement dématérialisée avec le candidat et la plateforme s'occupe du reste avec votre conseiller Pôle emploi. Donc, l'avantage de cette immersion, c'est que vous allez pouvoir directement voir les témoignages de personnes, de demandeurs d'emploi qui ont fait une immersion. Je vous ai mis tous les liens pour faciliter la prise en main de ce dispositif-là, tous les liens sur l'infographie, la page dédiée pôle emploi.fr, les actualités de l'immersion facilitée. Vous pouvez directement y aller, pouvoir vous inscrire, vous inscrire et voir tous les métiers. Vous retrouvez ensuite sur pôle emploi.fr toute l'offre de services Pôle emploi. À l'issue de cette immersion, vous pouvez aussi proposer, l'avantage, c'est que vous pouvez mobiliser une AFPR ou une POI. Donc, la FPR, c'est l'action de formation préalable au recrutement qui vous permet d'adapter la personne au poste après une mise en situation en milieu professionnel ou de mettre en place une POI. POI qui est aussi un levier de formation pour les demandeurs d'emploi. Donc, ce dispositif-là n'est pas dédié aux personnes en détention ou sortie de détention. C'est un dispositif de droit commun qui peut être mobilisable pour tous les demandeurs d'emploi ou salariés ou les autres prescripteurs Cap emploi et mission locale. Sur la suite du support, je vous ai mis, puisque j'avais droit à 5 minutes, l'action de formation préalable au recrutement que vous pouvez mobiliser à la suite de l'immersion. Donc, tout est détaillé. Je vous conseille, à l'issue si vous avez des questions sur l'immersion, l'AFPR ou la POI, de vous rapprocher de vos conseillers dédiés entre relations entreprises Pôle emploi. Nous avons plus de 5700 conseillers dans les territoires. Donc, rapprochez-vous de votre conseiller Pôle emploi pour pouvoir avoir des informations si vous voulez aller au-delà des informations que vous avez sur le support. Merci de votre attention. J'espère que je n'ai pas dépassé, Sigrid, le temps imparti. C'est parfait. Merci beaucoup, Soumaya. Nous avons relayé en parallèle avec nos équipes tous les liens que vous avez mentionnés pour vous permettre d'obtenir plus d'informations et de vous référencer, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, sur le site Immersion Facilitée.
Pour compléter notre séquence sur insertion professionnelle, nous allons cette fois-ci aborder les différentes passerelles qui peuvent exister avec des structures qui accompagnent des publics qui sortent de détention. Pour cela, nous allons accueillir Pierre-Jean Petit, qui est directeur général de l'ILO et qui va nous présenter la façon dont sa structure accompagne les publics, même au-delà de l'accès à l'emploi, parce que ce sont des éléments qui ont été mentionnés par les participants, notamment dans le chat, quant aux difficultés qui peuvent exister à l'issue de la détention sur l'accès au logement, par exemple. Donc, Pierre-Jean, c'est à vous. Ok, merci. C'est vrai que sur la dimension de l'insertion par l'activité économique, tout notre job, ça va être de pouvoir en fait mettre en situation, remettre à l'emploi les publics sous main de justice, que ce soit en détention ou même à l'extérieur. Donc pour ça, on a des activités support, en général plutôt sur des métiers en tension, comme ça a été indiqué, typiquement la restauration, ça peut être également le web, ça peut être également tout ce qui est la mécanique, le milieu agricole, bref, tous les endroits où, en fait, à un moment donné, les entreprises identifient, en effet, des besoins en termes de recrutement. Le métier qu'on va proposer, évidemment, va être avant tout, et ça a déjà été dit tout à l'heure, de pouvoir en fait déjà préparer à l'employabilité des publics, c'est-à-dire quels sont les problèmes de logement, quels sont les problèmes de santé, est-ce que les démarches administratives sont-elles mises à jour, est-ce qu'il y a des problèmes financiers, bref, toute chose qui peut venir à un moment donné du parcours du bénéficiaire, en tout cas venir le perturber ou en tout cas fragiliser sa capacité à pouvoir se projeter sur un objectif en termes de formation et bien entendu sur un objectif en termes d'emploi. Notre deal à nous, c'est de se dire qu'en 6 mois, voire jusqu'à 1 an et demi, on est en situation, en tout cas, de pouvoir lever l'ensemble des freins et rendre employables, évidemment, nos publics, et encore plus les publics justice. Sachant que pour nous, on gère ces aspects-là de façon complètement indifférenciée. Le lien de l'entreprise là-dedans est forcément hyper important. Il est super important à plusieurs niveaux. La question première, c'est déjà aussi d'amener des gens qui n'ont pas forcément connu l'entreprise, qui ont été aussi en échec scolaire, de pouvoir leur permettre de découvrir ce que ça veut dire être dans une boîte. Donc du coup, on travaille avec des grosses structures. Je pense à Elior, M6, on travaille avec Sodexo. Enfin, des structures sur lesquelles on peut organiser des visites, permettre en fait de découvrir un petit peu comment se passe la vraie vie, comment ça fonctionne à l'intérieur de l'entreprise. Et puis aussi faire intervenir des dirigeants, des gérants d'entreprise qui vont venir un petit peu témoigner de ce qu'est le métier, des possibilités pour pouvoir sortir à la fois du langage institutionnel qu'on représente et justement d'amener les gens un peu à imaginer, à se projeter quel pourrait être en effet le biais pour eux, en tout cas du point de vue professionnel, aller sur la restauration ou aller sur le numérique ou encore aller sur des métiers typiquement comme la logistique. Après, derrière, on va travailler évidemment un peu en aller-retour avec les entreprises. On est très ouvert. On peut faire du coaching. Beaucoup d'entreprises interviennent aussi pour pouvoir un petit peu accompagner. On intervient évidemment sur des journées solidaires. On propose évidemment du bénévolat. En fait, toute solution qui va permettre à un moment donné de pouvoir ensuite mélanger un peu les milieux, casser un petit peu les représentations et surtout permettre à se dire que finalement, à partir du moment pour une entreprise, j'ai quelqu'un qui est à l'heure, qui est en fait en compréhension des consignes, qui est ponctuel et qui a envie et qui est motivé, derrière, c'est une valeur ressource travail hyper importante pour me permettre ensuite derrière moi de faire tourner un petit peu mon secteur d'activité. Ces aspects-là, évidemment, se font, j'ai envie de dire, de façon très accompagnée. C'est-à-dire que quelqu'un qu'on va projeter en entreprise, quelqu'un en tout cas qu'on va présenter dans le cadre d'un recrutement, on ne va pas le lâcher seul. On a de ce qu'on appelle des conseillers insertion professionnelle, dont le métier va être justement de pouvoir accompagner, une fois que la personne a trouvé un CDD, un CDI, une mission intérim, de pouvoir l'accompagner en lien avec l'entreprise pour assurer justement un petit peu l'intendance. Si j'ai un problème, si monsieur ou madame ne s'est pas présenté lors du rendez-vous de travail, si à un moment donné il y a une difficulté ou quelconque, nous on intervient à chaque fois pour s'assurer justement que ça ne vienne pas perturber en tout cas l'organisation du parcours. Autre aspect aussi super important, c'est que des fois, les équipes peuvent apprendre qu'une personne a eu un parcours justice. Et ça aussi, ça peut marquer un peu l'entreprise, les équipes, en disant, mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui se passe? Là, on est assez relax, j'ai envie de dire, avec les structures, parce qu'on explique, on accompagne comment ça se gère. Démystifier le rapport à la prison, c'est aussi démystifier, en fait, les tabous. C'est accompagner aussi les structures pour leur permettre de savoir comment on peut aussi discuter de ce parcours-là, en quoi les choses ne sont pas bloquantes. Comment on peut aussi nous trouver, si on voit qu'il y a à un moment donné un frein, un souci, une structure à côté qui peut accompagner, en tout cas, y apporter la solution.
Tout l'enjeu, et c'est un peu du gagnant-gagnant, et c'est là-dessus où on se retrouve en général, c'est que lorsqu'on est sur des phases de secteur en tension, typiquement la restauration, qu'on n'arrive pas à trouver de la main-d'œuvre, et que là-dessus, en fait, des structures telles que nous, mais on n'est pas les seuls, on arrive à pouvoir proposer des gens employables, à l'heure, ponctuels, motivés, ayant envie de progresser. En général, les choses se font de façon assez simple. Pour donner un ordre d'idée, grosso modo, dans nos dispositifs d'insertion, on a sur 100, 120 personnes accompagnées à l'année, c'est en moyenne 60% de taux de sortie positif, c'est-à-dire 60% de personnes qui accèdent à un CDI dans la durée, qui accèdent à un CDD, une formation qualifiante. Donc, c'est des données quand même plutôt intéressantes et qui n'engagent qu'une chose, c'est évidemment, c'est que vous essayez, vous veniez nous voir, et puis qu'on vous présente la façon dont on peut, en tout cas, vous accompagner, apporter les solutions. Je crois que j'ai tenu mes 5 minutes, quasi. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Pierre-Jean. C'était très clair et limpide. Donc, merci beaucoup pour votre intervention et continuez à poser vos questions dans le chat du côté des personnes qui nous suivent. Cette fois-ci, donc, on va aborder un autre aspect qui avait été évoqué dès l'introduction de ce workshop, c'est le sujet du travail en détention et la façon dont votre entreprise peut en bénéficier. Donc, pour cela, nous allons accueillir Lucie Charbonneau, qui est adjointe au chef du service des politiques et de l'accompagnement vers l'emploi au sein de la TIGIP et qui va vous présenter ce qu'est le travail en détention et comment vous pouvez vous en emparer. Merci beaucoup, Sigrid. Alors, je vais revenir sur effectivement ce que c'est que le travail en détention, même si ça a été abordé à la fois par Albin et par Benjamin. Le travail pénitentiaire, c'est quoi? C'est tout simplement le travail de personnes détenues en prison. Et ce travail, il peut prendre 2 modalités. Ce qu'on appelle effectivement le service général, c'est-à-dire le travail qui est effectué au profit de l'administration pénitentiaire elle-même, qui est relatif à l'entretien des locaux, au fonctionnement de la vie courante en détention. Donc, par exemple, faire la cuisine, faire le ménage, assurer la buanderie, l'entretien des espaces verts, la maintenance des bâtiments. Donc, ce travail-là, il permet d'acquérir un certain nombre de compétences valorisables à la sortie de détention et qui peuvent intéresser les entreprises que vous êtes. Et puis, la seconde modalité de travail, c'est ce qu'on appelle le travail en production. Et là, les personnes détenues travaillent au sein d'ateliers qui sont des ateliers de type un peu industriel, qui sont présents partout dans nos établissements pénitentiaires. Et le travail pénitentiaire, là, s'effectue au profit de ce qu'on appelle un donneur d'ordre, qui est un opérateur économique, qui peut être une entreprise concessionnaire, une entreprise gestionnaire déléguée, donc qui sont présentes dans à peu près la moitié de nos établissements pénitentiaires et sur lequel Madame Alazar reviendra tout à l'heure, et puis aussi également le service de l'emploi pénitentiaire, qui est une structure de la TIGIP, ou encore une structure d'insertion par l'activité économique ou une entreprise adaptée. Alors, le droit du travail, on vous le disait tout à l'heure, n'est pas applicable en détention. On a une réglementation ad hoc qui est présente dans le code pénitentiaire et qui a été créée récemment pour rapprocher les conditions de travail en détention des conditions de travail de droit commun, mais qui tiennent compte des contraintes qui sont un peu inhérentes à la détention et notamment des contraintes de sécurité. Alors, les personnes détenues qui travaillent en détention ne font pas partie de ce fait des effectifs des entreprises et un contrat de droit public sui generis a été créé, ce qu'on appelle le contrat d'emploi pénitentiaire, qui vient lier les entreprises présentes en détention et les personnes détenues. Les règles relatives au temps de travail sont aussi un peu différentes du droit commun, même si elles s'en inspirent. Par exemple, le temps minimal de travail en détention, il est de 10 heures, donc ce qui est un peu moins qu'à l'extérieur. De la même manière, les modalités de fin de contrat sont assez proches de ce qu'on retrouve dans le droit du travail, mais là aussi, toutes les procédures ont été allégées. Donc, l'engagement des entreprises en détention, il peut prendre 2 formes. L'implantation d'abord, qui est la forme qu'on privilégie. Aujourd'hui, il y a à peu près 300 entreprises qui sont implantées en détention et une trentaine de structures d'insertion par l'activité économique ou d'entreprises adaptées. Les entreprises qui souhaitent s'implanter en détention, elles signent avec l'établissement pénitentiaire ce qu'on appelle un contrat d'implantation, qui est là aussi un contrat de droit public et qui permet à l'entreprise d'occuper des locaux au sein de la prison, des ateliers pénitentiaires et de recourir au travail des personnes détenues. Ce contrat d'implantation, il est conclu pour une durée de 3 ans et renouvelable par tacite reconduction. On a des entreprises en détention qui sont présentes de manière continue depuis les années 50. Donc, vous voyez, ça peut durer très, très longtemps.
Grâce à ce contrat, l'entreprise, elle dispose d'une surface d'atelier et d'une surface de stockage qui est négociée avec l'administration pénitentiaire et qui est mise à disposition gratuitement, dans laquelle elle installe son activité de production qui est réalisée par les personnes détenues, mais encadrée par un personnel de l'entreprise. L'administration pénitentiaire, elle assure les investissements immobiliers qui sont nécessaires à l'activité de l'entreprise. Donc ça, c'est à l'entreprise d'expliquer s'il y a besoin un peu d'adaptation des locaux que l'administration pénitentiaire met à disposition. Et a priori, toute activité peut être implantée en détention en fonction des surfaces disponibles dans chaque établissement pénitentiaire. On a des établissements pénitentiaires de différentes tailles. En centre-ville, ils sont généralement un peu petits et on ne peut pas installer des très grandes activités. Mais on a des établissements qui sont plutôt un peu isolés des centres-villes, et là, on peut avoir des surfaces de travail très, très importantes. Alors, historiquement, on a surtout en détention des activités de type industriel, de métallerie, de confection, de conditionnement, de façonnage, de menuiserie, etc. Mais on commence à développer petit à petit des activités tertiaires comme des centres d'appel. L'entreprise, une fois qu'elle est présente en détention, par le biais de son salarié qui travaille au sein de l'établissement pénitentiaire, elle reste responsable de l'organisation et du contrôle de sa production, ainsi que de l'encadrement technique. La seconde modalité pour l'entreprise de s'engager dans le cadre du travail pénitentiaire, c'est ce qu'on appelle la sous-traitance. Et la sous-traitance en établissement pénitentiaire, ça permet à une entreprise de confier, comme en milieu libre, tout ou partie de sa production de manière ponctuelle ou complémentaire aux ateliers en établissement pénitentiaire pour renforcer sa capacité de production ou se recentrer sur son cœur de métier. Donc, la sous-traitance, elle peut être confiée au service de l'emploi pénitentiaire, qui est un service de la TIGIP qui dispose d'une cinquantaine d'ateliers au sein des établissements pénitentiaires, et qui gère des ateliers en production, qui assure la commercialisation par le biais d'un compte de commerce, qui assure le suivi de la production par des responsables techniques. Et le service de l'emploi pénitentiaire, il pilote des activités qui sont plutôt à forte valeur ajoutée dans de nombreux domaines d'activité comme la confection, la menuiserie, la métallerie, l'exploitation agricole, l'informatique, l'imprimerie, la reliure ou encore la restauration d'archives informatiques numériques. Et puis, la sous-traitance, elle peut aussi s'exercer envers d'autres partenaires, et notamment les partenaires de gestion délégués qui gèrent le travail pénitentiaire dans la moitié de nos établissements pénitentiaires. Et puis aussi, elle peut être confiée à d'autres entreprises qui sont présentes au sein des entreprises des établissements pénitentiaires. Alors, quels sont les avantages du travail pénitentiaire pour les entreprises? Ils sont pluriels. D'abord, c'est un avantage en termes d'image parce que c'est une forme d'engagement sociétal important, faire travailler les personnes en prison et les embaucher à la sortie. On vous le disait, c'est directement participer à la lutte contre la récidive. Et les études démontrent déjà que travailler en prison, ça permet de diminuer le taux de récidive et les embaucher à la sortie également. Ça permet de réduire son impact environnemental aussi, puisqu'on a 188 établissements pénitentiaires qui sont répartis sur l'ensemble du territoire métropolitain, mais aussi dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités d'outre-mer. Donc, il y a forcément une solution à proximité de votre entreprise. Ça présente, bien entendu, un certain nombre d'avantages économiques. En premier lieu, on vous le disait, la gratuité des locaux. Il y a aussi des avantages économiques qui sont liés au fait que la rémunération des personnes détenues est inférieure au SMIC et surtout que les cotisations sociales sont très allégées par rapport à ce qui existe à l'extérieur et à terme, dans quelques mois, elles seront même très majoritairement prises en charge par l'État. Enfin, les démarches administratives sont, pour la grande majorité, prises en charge par l'administration pénitentiaire qui s'occupe de la préparation des contrats d'emploi pénitentiaire, de l'édition des bulletins de paie, des déclarations aux organismes de sécurité sociale, etc.
Ça permet aux entreprises, on le disait tout à l'heure, aussi de résoudre des difficultés de recrutement sur des métiers en tension en recourant au travail pénitentiaire et en embauchant les personnes à la sortie une fois qu'elles sont formées en détention. Et puis, ça permet à l'entreprise de conserver la main sur sa production et sur ses recrutements, puisque l'entreprise, via son salarié, encadre complètement ses process de fabrication en détention. Et puis, qu'elle a la main sur les recrutements, puisque ce sont les entreprises présentes en détention qui recrutent les personnes détenues, qui candidatent sur les postes de travail. Donc, ça permet de sélectionner les personnes détenues qui travaillent pour l'entreprise. Si l'implantation vous intéresse, vous pouvez vous connecter sur le site de la TIGIP, sur le site ipro360-justice.fr et contacter via le formulaire de contact les personnes en charge du travail pénitentiaire sur l'ensemble des interrégions. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur le site travail-prison.fr. Merci beaucoup, Lucie, pour cette présentation. Donc, comme on vient de vous l'évoquer, en effet, on vous a remis le lien vers le site de la TIGIP et notamment le site IPRO360 parce que je vois que dans le chat, vous échangez beaucoup de contacts et c'est super. Vous pouvez retrouver donc sur ce site toute la cartographie des lieux d'activité du travail pénitentiaire sur votre territoire. Donc, n'hésitez pas à vous en emparer et à contacter les personnes près de chez vous. Pour aller encore un peu plus loin dans le concret, nous allons accueillir cette fois-ci Myriam Alazar, qui est directrice du travail pénitentiaire au sein de l'entreprise IDEX. IDEX, qui est une entreprise qui supervise et accompagne une vingtaine d'ateliers partout en France et qui va être en mesure de nous présenter les activités qui sont présentes au sein de ces ateliers et peut-être vous donner encore plus de détails sur les avantages pour l'entreprise qui fait appel au travail en détention. Myriam, c'est à vous. Oui, bonjour à tous. Merci aux entreprises s'engagent et à la TIGIP tout d'abord de nous avoir permis de nous exprimer au cours de ce workshop pour vous faire part de ce que sont nos missions dans le cadre du sujet qui nous concerne aujourd'hui, c'est la réinsertion professionnelle. Donc, on est ici aujourd'hui, donc le groupe IDEX est ici à 2 titres. Nous sommes tout d'abord adhérents très impliqués auprès des entreprises s'engagent. L'ensemble du groupe dont le métier, le cœur de métier est l'énergie, est impliqué sur tout ce qui concerne bien sûr l'environnement et l'inclusion de personnes différentes et dont les personnes qui sont placées sous main de justice. Donc, on a d'ailleurs une direction de l'engagement au sein du groupe IDEX qui est représentée par Charlotte Leca et qui est avec nous aussi aujourd'hui, mais qui est à distance, donc qui est sur un autre écran, mais qui m'accompagne sur cette intervention-là et qui pourra aussi répondre à des questions si vous le souhaitez. Et on intervient en tant que gestionnaire délégué du ministère de la Justice, puisque nous avons en charge une quarantaine de sites pénitentiaires sur le territoire national. Et donc, on travaille en partenariat avec la TIGIP, bien sûr, sous les consignes de la TIGIP pour le développement des emplois et des activités sur notamment les ateliers de production, c'est ce que l'on va développer avec vous. Donc, le travail en détention, c'est quoi pour ce qui concerne le groupe IDEX? Donc, c'est 20 ateliers sur le territoire national. Donc, je vous ai mis l'implantation géographique. Vous voyez, on part de Béziers sur la région sud-est, région Rhône-Alpes, la région parisienne jusqu'à Lille et Nancy. Et on couvre aussi l'ouest avec Nantes, Réau et le nord, Lille-en-Alin, avec des sites qui sont gérés par Thémis, qui est notre partenaire. C'est quoi nos ateliers en milieu pénitentiaire? C'est avant tout, nous, en termes d'offres globales sur l'ensemble des dispositifs qui vous ont été présentés, il y a une alternative qui est celle de la gestion déléguée, où en fait, on se positionne en intermédiaire entre vous, l'entreprise,
et le milieu pénitentiaire. Donc, on va aller à l'écoute de votre projet, on va se l'approprier et notre compétence et notre connaissance du milieu pénitentiaire va faire qu'on va l'adapter pour qu'elle puisse être déportée et installée dans le milieu pénitentiaire avec bien sûr les contraintes sécuritaires qui sont liées à un tel milieu. Donc, on y a mis en place un encadrement professionnel qui est issu du milieu industriel. Donc, les ateliers sont encadrés par 3 à 4 personnes encadrantes professionnelles IDEX qui connaissent les métiers et qui connaissent les publics qui nous sont confiés. On a des compétences métiers qui peuvent être à la fois générales, mais aussi plus spécifiques. Donc, on va être amené à faire des investissements dans certains matériels si on a des activités qui le justifient et qui sont pérennes. On va encadrer sur l'ensemble des établissements dont je vous ai parlé environ 1200 détenus en emploi et on va sécuriser, pour ainsi dire, les productions que l'on va réaliser pour vous par des certifications. Donc, on est certifié ISO 9001, on a des certifications EcoCert et on accompagne la TIGIP aussi sur un label qu'elle a mis en place et qui s'appelle le label PEPS, produit en prison. C'est-à-dire qu'on va accompagner l'entreprise pour qu'elle puisse prétendre à cette labellisation et pouvoir la commercialiser. Quelles sont les activités? Lucie a déjà pas mal énuméré le type d'activités qui peuvent être réalisées en prison. Ce sont pour beaucoup des activités de conditionnement de produits, tout type de produits, du remplissage, de l'ensachage, de l'étiquetage, du cellophanage, du manchonnage, etc. Des activités de montage et d'assemblage sur des produits électriques ou d'électronique. Nous faisons aussi du façonnage imprimerie, du pliage, de l'encartage, du collage, de l'assemblage de documents. Des activités de tri et recyclage, par exemple du démantèlement d'équipements électriques et électroniques, de la recyclerie, c'est une activité que l'on souhaite développer de plus en plus parce qu'elle permet d'améliorer aussi les conditions de notre environnement. Donc, c'est tout ce qui est remise en état de matériel, comme de l'électroménager, comme des jouets, par exemple. Les activités de digitalisation, où on va traiter des données, on va faire de l'archivage, de la saisie informatique, de la scannerisation, des pôles de confection, tout ce qui concerne l'agroalimentaire, conditionnement et intervention sur les produits, les métiers de l'industrie, bien sûr, avec des activités plus pointues de fraisage, marouflage, bavurage, etc. Et bien sûr, et toute autre activité spécialisée ou pas, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un environnement où on va pouvoir, tout support qui permet l'acquisition de compétences va être étudié, voir si on peut l'intégrer dans le milieu dans lequel on exerce. C'est quoi les avantages pour vous, les entreprises, de faire appel ou de confier la sous-traitance en milieu pénitentiaire, dans les ateliers pénitentiaires? Tout d'abord, c'est d'améliorer votre compétitivité. Pourquoi? Parce que vous allez décider de nous confier une partie de votre production. Et vous allez pouvoir vous consacrer davantage à votre cœur de métier, à votre développement, mobiliser vos ressources sur ce qui a vraiment de la valeur ajoutée par rapport à votre spécificité et vous décharger d'une partie de la production qui pourra nous être confiée. Vous allez maîtriser vos coûts parce qu'on va vous faire une proposition de prestation avec un prix à la pièce qui est défini sur une base de volume et sur une base de tâches qui nous sont confiées. Donc, vous n'avez pas de surprise sur le montant que vous allez attribuer à cette prestation. Et ça va vous donner l'opportunité de proposer des volumes ponctuels
ou pérennes supplémentaires par rapport à l'organisation que vous avez, vous, dans votre entreprise. Le deuxième avantage que cette possibilité de sous-traitance va vous apporter, c'est l'engagement sociétal que votre entreprise va avoir en confiance du travail, parce que vous allez réaliser des achats inclusifs et responsables en circuit court. On a des ateliers qui sont forcément à proximité de votre entreprise et vous allez pouvoir mettre en avant le fait que vous confiez une prestation à une solution inclusive et responsable. Parce que vous contribuez à la remobilisation des personnes en difficulté en favorisant leur professionnalisation et leur réinsertion par le travail. On fait en sorte de créer le plus possible d'événements sur les ateliers pénitentiaires, des événements du type anniversaire de la création d'une activité où on va fêter le fait qu'on a fait la 10 millième pièce d'une activité et on va mettre en avant les personnes détenues et l'acquisition des compétences que cette activité leur a permis d'acquérir. Et là, on constate que le fait de valoriser les personnes sur le travail qu'elles ont fait, le fait de leur faire prendre confiance, de leur apporter cette reconnaissance, enclenche un process de reprise de confiance en soi et puis de volonté de continuer à se mobiliser davantage sur quelque chose de positif, avec une reconnaissance et un regard des autres qui va les inciter à s'impliquer encore plus dans le travail et les détourner d'activités autres sur lesquelles ils avaient cette reconnaissance-là, par exemple sur les milieux de la délinquance. Donc, on va apporter cette possibilité de se remobiliser sur une activité positive. Et enfin, la dernière option, c'est qu'on va participer aussi à la possibilité de trouver un emploi à l'extérieur. On a sur l'ensemble des établissements un réseau de référents emploi insertion professionnelle qui suivent les personnes détenues à l'intérieur et sur l'activité professionnelle qu'elles ont à l'intérieur. Et on va pouvoir proposer ces profils aux entreprises à l'extérieur et créer le lien pour pouvoir les placer. Voilà l'ensemble de nos missions. Merci beaucoup Myriam pour votre intervention et pour tous ces éléments de détail. Peut-être pour compléter et pour terminer sur le sujet du travail en détention, nous vous proposons un témoignage d'une entreprise qui a décidé de s'installer au sein d'un atelier de production. Et donc, pour cela, nous allons donner la parole à Vincent Corrège, qui est cofondateur et directeur général de l'entreprise Yoti et qui va vous présenter son histoire. Oui, merci beaucoup. Alors, comme ce workshop est destiné à des entreprises et qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites sur l'insertion, je vais essayer d'orienter mon discours pour qu'il soit le plus pragmatique et pratique possible. Donc, Yoti, c'est une start-up qui évolue dans le monde de l'économie sociale et solidaire et qui a pour enjeu deux choses. La première, c'est l'écologie, puisqu'on fait des jeux et des jouets de seconde main. Donc, on a un enjeu fort sur collecter le plus possible de jeux et de jouets pour les sauver de l'incinération ou de l'enfouissement. Et en cela, on doit avoir ça nous pousse à avoir une vision qui est très business finalement, puisqu'il faut qu'on soit le plus efficace possible sur la collecte, sur la production et évidemment aussi sur les ventes. Sinon, on a un stock qui devient très compliqué à gérer. Et notre deuxième enjeu fort, c'est le social, évidemment, puisque ça nous a poussé à aller chercher des publics qui sont très, très éloignés de l'emploi, puisque comme ça a été dit plus tôt, souvent, c'est des personnes qui sont assez jeunes, qui ont pas ou très, très peu travaillé avant d'arriver en détention et qui ont des diplômes, et qui souvent n'ont pas de diplôme, en vérité. Donc, je vais essayer de vous expliquer comment est-ce que nous, on est arrivé en détention, comment ça s'est passé, et puis après, un petit peu vous dire les avantages et les inconvénients pour une entreprise en sortant le côté social, puisque je pense qu'il y aura assez peu, en fait, de structures de l'IAE
qui vont nous écouter. Là, c'est vraiment des entreprises qui cherchent à savoir si c'est intéressant pour leur business de venir ou pas en détention. Donc déjà, il faut savoir que on est très bien accompagné quand on vient en détention. Nous, on n'y connaissait absolument rien. On a on a envoyé un mail sur l'adresse générale qui avait sur le site du ministère. Et après, tout de suite, vous allez être pris en charge par une personne dédiée qui travaille au sein d'une DISP. Donc, c'est une direction interrégionale. C'est un peu la structure qui chapeaute toutes les maisons d'arrêt ou les centres de détention qui sont dans son giron. Donc là, cette personne-là, elle va vous écouter. Elle va écouter quels sont vos besoins, quelles sont vos motivations aussi. Aujourd'hui, c'est de plus en plus important d'avoir une motivation un petit peu sociale ou en tout cas d'avoir envie de donner un travail de qualité aux détenus. Donc, quelles sont vos motivations et où est-ce que vous aimeriez être implanté. Avec ces infos-là, elle va regarder dans le réseau où est-ce qu'elle pourrait vous implanter, quel établissement pourrait vous accueillir. Et après, elle va vous mettre en lien avec la direction de l'établissement, puisque très très vite, vous allez être, comment dirais-je, votre interlocuteur principal ou vos interlocuteurs principaux, ça va être la direction ou les personnes qui sont dans la direction au sein de l'établissement. La DISP, elle vous met en lien, elle peut vous aider sur des sujets un peu plus complexes, un peu plus transversaux, sur la communication ou quand vous avez des demandes un peu spécifiques et que vous aimeriez qu'on vous aide à obtenir des autorisations au sein de l'établissement. Mais sinon, après, tout va se passer avec l'établissement. Donc, une fois qu'on vous a trouvé votre établissement et qu'on vous a mis en lien avec la direction, c'est avec cette direction que vous allez discuter. Évidemment, la première chose, on va vous présenter l'atelier qu'on vous propose, donc un atelier de travail qui fait un certain nombre de mètres carrés. Et là, vous allez pouvoir donner vos spécificités si vous en avez. La première qui me vient à l'esprit et qui effectivement est un peu spéciale quand on va en détention, c'est Internet. Nous, comme on fait de la vente en e-commerce et qu'on travaille sur un système d'information qui est dans le cloud, on avait besoin d'avoir accès à Internet. C'était un petit peu compliqué au début parce que c'est pas quelque chose qui se fait de manière récurrente, mais en lien avec l'établissement qui doit être d'accord, deux, la DIF et aussi évidemment la TIGIP qui nous a beaucoup accompagnés sur ce sujet-là. On a réussi à dessiner et à créer un cahier des charges qui permettait d'être dans les clous au niveau de la sécurité et d'être aussi en lien avec ce dont on avait besoin, nous, IoT. Et ça s'est fait. Aujourd'hui, on travaille avec Internet. La dernière chose, effectivement, c'est qu'il faut bien discuter avec la direction de l'établissement parce qu'il y a des règles communes sur le territoire national, mais il y a aussi parfois des règles un peu spécifiques ou des façons de faire un peu spécifiques par établissement ou par direction. Donc, c'est important de bien discuter, de bien faire comprendre ce que vous voulez faire, comment vous voulez le faire, et de ne pas s'arrêter au très court terme, mais vraiment de proposer votre projet au global pour bien voir si ce sera possible, s'il n'y aura pas des points bloquants à un moment ou à un autre, et de tout de suite avoir l'adhésion de la direction. C'est très, très important pour la suite. Donc, voilà comment vous rentrez dans les murs. Ensuite, vous vous installez dans l'établissement. Et là, vous allez devoir commencer à recruter les premiers détenus avec qui vous allez travailler. Et là, pareil, c'est assez simple aussi. C'est comme à l'extérieur maintenant. Ce n'était pas le cas quand on est rentré, puisque nous, IoT, on est arrivé en 2021, en octobre 2021. Et depuis, entre-temps, il y a la réforme qui a été mise en place et qui change un petit peu la donne. Et donc, aujourd'hui, vous allez faire une fiche de poste comme à l'extérieur. Vous allez proposer cette fiche de poste à un surveillant. Souvent, c'est un capitaine responsable du travail dans votre établissement. Et c'est lui qui va aller chercher les profils au sein de la détention qui vont pouvoir être les bonnes personnes pour ce poste-là. Et ensuite, vous allez les accueillir, faire des entretiens préalables, comme à l'extérieur, leur poser des questions, etc. et voir si effectivement, ce sont les bonnes personnes pour pouvoir travailler avec vous dans votre atelier. Et de là, l'activité commence. Maintenant, je vais vous faire un petit tour des gros avantages et des inconvénients aussi qu'on peut avoir quand on travaille en détention. Sur les avantages, il y a une grosse partie qui a été dite déjà par la personne qui parlait au nom du ministère, mais je vous l'ai redit pour que ce soit bien clair. Donc la première, c'est évidemment la mise à disposition d'un local. Nous, par exemple, on travaille dans le 78 et donc on a eu la chance d'avoir un atelier de production de 400 mètres carrés dans le 78. C'est une denrée qui est quand même assez rare. Cet atelier, en plus, on a pu après l'agrandir en faisant construire une mezzanine de 300 mètres carrés. Donc aujourd'hui, on a un espace de production qui fait 700 mètres carrés. Ensuite, évidemment, au niveau de la main-d'œuvre, il y a plusieurs avantages. La première chose, c'est que c'est facile de recruter en détention puisqu'il y a assez peu de travail au final qui est proposé en détention et plus de la moitié des personnes détenues veulent travailler.
Là où je suis à Bois d'Arcy, par exemple, il y a plus de 600 personnes qui sont sur liste d'attente pour avoir un travail. Donc, vous n'allez jamais manquer de main-d'œuvre. Ça, c'est une garantie. La deuxième chose, c'est que vous allez avoir aussi des bonnes surprises, puisqu'il y a quand même des personnes qui ont exercé à l'extérieur, et vous pouvez demander au capitaine du travail certains profils particuliers. Nous, par exemple, on voulait des électriciens, parce qu'on a des jouets électroniques à réparer. On cherchait aussi des ébénistes pour les jouets en bois. Et on avait quelques travaux à faire en interne, donc on avait besoin de personnes qui avaient déjà travaillé dans le bâtiment. On a réussi à avoir tous ces profils et ils nous ont été très très utiles puisqu'on n'a pas eu besoin de les former et même mieux, une fois qu'ils sont bien onboardés, qu'ils travaillent avec vous depuis quelques mois, que vous leur faites confiance, que vous savez qu'ils travaillent bien, c'est carrément eux qui vont vous aider à créer des petits modules de formation pour pouvoir former d'autres détenus sur leur poste. Voilà, donc ça c'est quand même très très précieux. Et la troisième chose, évidemment, c'est sur le salaire puisqu'ils sont à 45% du SMIC brut, auquel vous ajoutez à peu près, de mémoire, c'est entre 16 et 17% pour les cotisations patronales. Donc, ça fait aussi un gain assez substantiel sur la masse salariale de production. Ensuite, il y a pour démystifier, et aussi, comme ça a été dit, la gestion des payes est très simplifiée, puisque c'est l'établissement qui s'en occupe. Vous allez recevoir, donc vous faites un suivi, vous avez un suivi en interne, des heures, qui vient, qui ne vient pas, qui descend, combien d'heures. Et à la fin du mois, vous allez envoyer ce suivi à la comptabilité de votre établissement, qui va ensuite faire des fiches de paie, les envoyer aux détenus, payer les détenus. Ça, c'est pas vous qui vous en occupez. Et après, vous allez recevoir une facture globale avec un paiement seulement à faire pour toutes les payes de vos opérateurs. Ça, c'est quand même très, très facilitant. Et ensuite aussi, pour démystifier deux, trois choses, c'est vrai que ça peut être un petit peu pas effrayant, mais en tout cas, ça peut faire peur d'aller en détention quand on connaît absolument pas ce milieu, ce qui était notre cas, hein. Jacques et moi, quand on y allait, on n'y connaissait absolument rien. Il faut savoir que vous allez être accompagné par les surveillants, qui sont, au-delà d'être très sympas, très professionnels, et donc vraiment, il n'y a vraiment aucun problème. En un an et demi, on n'a jamais eu aucun problème de sécurité dans notre atelier. Ça s'est très bien passé. Il faut savoir que les détenus avec qui vous travaillez, ils ont envie de travailler. Au-delà de l'argent, c'est quand même quelque chose qui les sort de leur cellule pendant plusieurs heures dans la journée, 6 heures en général. Et si vous arrivez, comme nous on l'a fait, à créer une cohésion d'équipe, un esprit d'équipe, comme vous l'avez dans un travail à l'extérieur, c'est aussi vraiment un moment de détente. Ils savent qu'ils sont là pour travailler, qu'il n'y aura pas de problème, que ça va très bien se passer. Et donc, ce sont des personnes qui ne veulent pas de problème non plus, hein, quand ils descendent. Donc, il n'y a pas de problème de sécurité. C'est important de préciser parce qu'évidemment, c'était un a priori un peu bête, a priori négatif, mais c'est un a priori qu'on avait, nous, avant de venir. Maintenant, sur les inconvénients, puisqu'il y en a aussi, on est en détention. Et c'est d'ailleurs pour ça que les détenus sont payés 45% du SMIC. C'est pas parce que ce sont des détenus, mais c'est parce que c'est dur de travailler en détention quand on est une entreprise. Notamment quand on est une entreprise qui a une activité de production et qui fait, par exemple, dans notre cas, du e-commerce, parce qu'on n'a pas accès à notre stock quand on veut, parce qu'il y a des horaires un petit peu contraints, etc., etc. Donc, effectivement, c'est pour contrebalancer ces contraintes techniques, logistiques, administratives, que on a la chance, entre guillemets, d'avoir des salaires qui sont plus faibles qu'à l'extérieur. Donc, le premier inconvénient, c'est sur le temps de travail. On est assez contraint. Dans la plupart des établissements, je sais dans quelques établissements, c'est pas le cas, mais c'est assez rare. Dans la plupart des établissements, on travaille sur des journées continues pour éviter qu'il y ait trop de mouvements. Les détenus descendent, puis remontent pour manger, puis redescendent. Les mouvements en détention, c'est assez compliqué à gérer, et plus il y en a, et plus ça complique la vie de tout le monde. Donc, pour les éviter, c'est des journées continues de 7h30 le matin à 13h30. C'est 6 heures, donc ça fait moins de 35 heures, c'est 30 heures par semaine, et ça sera très compliqué de faire plus. Première chose. La deuxième, ce sont les horaires. Si pour une raison X ou Y, vous avez besoin de travailler l'après-midi, en fonction des établissements, ça peut ne pas être possible. C'est très souvent le matin. Vous êtes soumis évidemment aux aléas de la détention. Donc, faut bien garder à l'esprit que même si tout est fait pour que le travail soit facilité, vous êtes quand même dans un établissement pénitentiaire et la mission première, c'est la détention. Donc, s'il y a des blocages divers, parce qu'il y a des problèmes de sécurité dans la détention, dans les étages et autres, il peut arriver, c'est très rare, mais ça arrive, que vos opérateurs descendent pas à l'heure, descendent avec 1 heure ou 2 heures de retard, ou parfois, ça nous est arrivé une fois, que l'atelier soit fermé ce jour-là, parce qu'il y a un gros problème et donc on ne peut pas ouvrir l'atelier. Donc, encore une fois, c'est extrêmement rare, mais il faut l'avoir à l'idée. Si vous avez une activité, je dis n'importe quoi, où c'est vraiment impensable qu'il y ait un jour d'interruption, il faut le prendre en compte et il faut bien discuter avec votre interlocuteur dans l'établissement
de cette contrainte-là de votre côté. Il faut aussi un encadrement fort. Tout le monde l'a dit, il y a des encadrements donc, de l'extérieur, c'est-à-dire des personnes qui travaillent pour vous et qui vont venir tous les matins à l'atelier pour travailler avec vos détenus. Et il faut vraiment que cet accompagnement soit de qualité. Un, parce qu'il faut gagner la légitimité auprès des opérateurs que vous allez voir tous les matins. Deux, parce qu'effectivement, c'est des personnes qui n'ont pas l'habitude de travailler. Donc, il y a quand même un petit travail à faire sur le savoir-être au départ. Et trois, parce que effectivement, il faut bien les accompagner sur le travail pour qu'ils soient dans un objectif aussi de productivité, d'efficacité. Même s'ils viennent pour travailler, c'est des mots qui leur sont peut-être un petit peu étrangers. Quand on n'a jamais travaillé, effectivement, on vient travailler, mais on fait un peu ce qu'on peut. Non, il y a parfois des cadences, il y a parfois des objectifs. Et donc ça, il faut leur montrer comment ça fonctionne, pourquoi ça existe aussi. Et nous, ce qu'on fait beaucoup chez Yotis, c'est qu'on leur parle pas que de leur travail. On leur fait vraiment un topo. À chaque fois, on a un briefing le matin pour qu'ils comprennent bien, en fait, qu'est-ce qu'ils font et pourquoi ils le font. Il y a une collecte au départ, on leur explique comment on organise la collecte, et il y a des clients en bout de chaîne. Et quand des erreurs sont faites, le problème, c'est pour le client. C'est le client qui va avoir un jouet qui est sale ou qui a été mal vérifié. Donc, il faut bien qu'ils comprennent aussi, il faut bien les intégrer et les onboarder dans l'intégralité de la société pour qu'ils comprennent l'intérêt de leur travail. Je pense que c'est très, très important. Et tout le monde ne le fait pas, et donc on ne le fait pas. Ils se disent vraiment, on est là pour faire une tâche un peu sans trop savoir pourquoi on l'a fait, et c'est assez dangereux, je pense, pour la motivation. Et une dernière chose, c'est qu'il faut un petit peu de temps au début, en tant qu'entreprise extérieure, pour bien comprendre comment fonctionne une détention, pour bien assimiler l'environnement, les contraintes qu'il peut y avoir, et pour vraiment, parce qu'il y a beaucoup d'interlocuteurs différents en fonction de vos demandes. Ça peut être le capitaine en charge du travail, ça peut être plein d'autres personnes. Donc, il faut bien 2-3 mois pour comprendre comment tout ça fonctionne, pour intégrer ce monde-là, et pour être après complètement, je dirais, comme un poisson dans l'eau. Et quand vous avez une demande, une question ou un problème, vous savez exactement à qui vous adresser, comment vous adresser, et comment tout ça fonctionne. Mais il faut un petit temps d'adaptation, il faut le savoir. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il faut un encadrement fort, parce que la personne qui est là tous les jours, c'est à elle de bien comprendre comment ça fonctionne. C'est très, très opérationnel. Et donc, si vous changez tout le temps d'encadrement, vous n'aurez pas le temps de tisser les liens avec les bonnes personnes et de comprendre comment fonctionne votre établissement, puisqu'encore une fois, tous les établissements ont un socle commun, mais ils ont tous aussi leur mode de fonctionnement en fonction de différentes choses. Donc, il faut bien s'implanter dans votre établissement et comprendre comment ça fonctionne. Voilà. Et juste pour revenir un petit peu en 2 secondes sur Internet, c'était vraiment une demande qui était très particulière. Vous aurez, vous aussi, sûrement des demandes très, très particulières, mais sachez que, même si ça n'existe pas encore, que ce soit l'ATIGIP ou la DISP, donc le service interrégional, ils sont très, très ouverts justement pour accueillir de nouvelles activités, de nouvelles entreprises, et ils sont très volontaristes sur le travail. Donc, des demandes même très particulières, même qui vous paraissent presque impossibles à faire en détention, pas d'a priori négatif, parlez-en d'abord parce qu'ils sont quand même très facilitants en général. Voilà. Merci beaucoup Vincent pour ce témoignage très concret et très sincère. Comme vous avez pu le voir, on a un petit peu dépassé l'horaire, donc je vous propose qu'on aborde la dernière séquence très rapidement avec Lucie qui va nous présenter donc le dernier volet qui est celui des achats responsables, à la fois comment vous, en tant qu'entreprise, vous pouvez vous engager en achetant responsable, mais aussi vous qui pouvez produire en détention et pouvez avoir accès à certains marchés réservés. Lucie, je vous laisse la parole pour ce dernier moment. Oui. Alors, je vais revenir sur 2 typologies d'achats. L'achat responsable pour l'administration elle-même, pour l'État, et puis l'achat responsable pour vous, entreprise. Alors, l'implantation en détention et la sous-traitance, ça permet aux entreprises d'accéder à la commande publique. La commande publique, c'est quoi? C'est tous les services de l'État qui, à l'occasion de leurs achats, publient des marchés publics sur lesquels peuvent se positionner les entreprises. Dans ces marchés, il peut y avoir ce qu'on appelle les clauses sociales qui visent à faciliter l'insertion des publics en difficulté. Et la candidature des entreprises à ce marché, elle va être analysée à l'aune de ce critère, pas seulement, mais ça en fait partie. Il y a 2 types de marchés publics avec des clauses sociales. Il y a des clauses sociales d'insertion assez classiques et puis ce qu'on appelle la réservation de certains contrats à des entreprises inclusives comme les entreprises adaptées, les structures d'insertion par l'activité économique, etc.
Les personnes détenues, elles font partie des publics en difficulté et à ce titre-là, faire travailler dans le cadre de l'implantation ou de la sous-traitance des personnes détenues, ça permet de répondre à des marchés publics qui présentent des clauses d'insertion. Par ailleurs, l'article 20 de l'ordonnance du 19 octobre 2022, qui est relative aux droits sociaux des personnes détenues, a créé un nouveau cas de réservation des contrats de la commande publique qui vise les entreprises qui sont implantées en détention. Tous les marchés peuvent donc aujourd'hui être réservés à des opérateurs économiques qui réalisent leur activité de production en établissement pénitentiaire. Et pour pouvoir candidater, ces opérateurs économiques doivent employer une proportion minimale de 50% de personnes détenues dans le cadre de la réalisation du marché concerné. En pratique, cette condition, elle est systématiquement remplie, puisque s'agissant des activités de production réalisées en prison, elles sont nécessairement réalisées par des personnes détenues. Toute structure implantée en détention peut donc prétendre au bénéfice des marchés réservés. Pour valoriser leur engagement au sein des entreprises, je souhaitais aussi aborder avec vous le label PEPS. Alors, le label PEPS, c'est quoi? C'est le label produit en prison. Pour valoriser leur engagement, les entreprises qui sont implantées ou qui font fabriquer dans le cadre de la sous-traitance des produits en détention peuvent bénéficier du label PEPS. Et ce label, il a pour but de faire connaître, de valoriser le travail pénitentiaire. Il a vocation à valoriser les services et les produits qui sont réalisés par les personnes détenues et valoriser aussi les acteurs économiques qui se sont engagés pour ce public. Le label PEPS, il peut être obtenu par toute organisation, donc entreprise, structure d'insertion par l'activité économique, administration, collectivité publique, association, qui propose donc du travail aux personnes détenues. Pour obtenir ce label, l'organisation doit signer une charte et respecter sur l'ensemble des activités de travail un certain nombre de critères qui sont assez simples. Le respect de la réglementation applicable au travail pénitentiaire de manière classique, l'organisation à s'engager envers l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice qui travaillent au sein des ateliers. Et puis, il faut que les produits acquièrent leurs caractéristiques essentielles au sein des ateliers de travail pénitentiaire. Au-delà donc de l'achat responsable des administrations qu'on évoquait tout à l'heure, vous, en tant qu'entreprise, vous pouvez aussi acheter responsable en achetant des produits qui sont réalisés en détention. Et pour identifier les entreprises qui sont implantées en détention et auprès desquelles vous pouvez acheter vos produits, vous pouvez vous connecter sur le marché de l'inclusion qui recense sur le site du marché de l'inclusion en sélectionnant produits et services réalisés en prison. Vous pouvez voir la liste des entreprises labellisées PEPS qui sont implantées en détention et auprès desquelles vous pouvez acheter un certain nombre de produits. Vous pouvez aussi acheter un certain nombre de produits directement auprès du service de l'emploi pénitentiaire, service de la TIGIP, sur notre site qui est le site travail-prison.fr. Voilà, j'espère que j'ai fait rapide. Merci beaucoup. C'était parfait. Merci beaucoup, Lucie. J'en profite du coup pour conclure ce workshop et pour remercier tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui, qui ont participé activement et qui ont posé des questions dans le chat. Merci aussi à tous nos intervenants qui ont joué le jeu tout au long de ce workshop. Nous vous transmettrons donc l'ensemble des éléments par mail qui vous ont été présentés aujourd'hui, ainsi qu'un lien vers le replay de ce workshop. Je vous rappelle que vous pouvez vous rapprocher aussi de votre club, les entreprises s'engagent, de votre département pour aller plus loin, en connaître davantage sur ce sujet et éventuellement participer à des visites d'ateliers au sein des centres pénitentiaires que nous organisons donc avec la TIGIP et ses partenaires. Et j'en profite pour vous souhaiter une très belle journée et vous donner rendez-vous le mois prochain pour un autre workshop. Au revoir.